Eh bien, bonjour Antoine et bonjour Sylvain. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette rencontre autour de votre ouvrage qui s'intitule Sociologie des Gilets jaunes. Je vous avais rencontré dans d'autres lieux et j'ai eu envie évidemment de poursuivre cet échange à partir de vos travaux. Je ne vais pas être plus long, ni même vous présenter ce professionnellement. Vous travaillez à l'Université de Bordeaux, euh, Centre Émile Durkheim pour certains, non? Bordeaux Sciences économiques. Bordeaux, ah non, toi c'est Bordeaux Sciences Agro. Sciences, Sciences oui, Sciences. éco-organiques. Ok. Et toi? Moi, c'est le laboratoire culture et diffusion des savoirs. Ok. Voilà. Ben, écoutez, je vais vous passer la parole et puis vous allez nous présenter un petit peu vos travaux qui nous ont beaucoup intéressés. Et ensuite, on procédera à un échange à partir de votre intervention. On commence par qui? Sylvain, Antoine? Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à Espace Marx. Donc, on va vous présenter aujourd'hui un livre qui est, tu peux en avoir un exemplaire, merci beaucoup. Donc, ce livre sur les Gilets jaunes, qui s'appelle Sociologie des Gilets jaunes, reproduction et lutte sociale, qui est tiré d'une enquête au long cours dont mon collègue Sylvain va parler dans un instant, et qui a je dirais une résonance particulière d'être présenté aujourd'hui dans le cadre d'Espace Marx, parce qu'on essaie dans ce livre de revisiter la théorie marxiste du conflit, mais non pas à partir de la question des rapports sociaux de production, mais de celle des rapports sociaux de reproduction, de la reproduction de la force de travail, et puis plus largement une reproduction élargie des groupes sociaux. Et voilà, tout ça à partir du cas des Gilets jaunes. Alors, c'est un livre qu'on a voulu court, accessible. On a essayé de ne pas être trop jargonnant ou jargonneux. Il fait à peu près 200 pages. Enfin, voilà. Il y a une iconographie. Enfin, on a essayé de faire en sorte qu'il soit assez vivant et tout en lui donnant enfin, voilà, un appareillage sociologique assez consistant et enfin voilà, essayer de généraliser des enseignements qu'on peut tirer à partir du cas des Gilets jaunes. Donc, c'est de rendre compte à la fois de la singularité de ce mouvement, qui a quand même quelque chose dire le sentiment d'inédit qu'on avait à l'époque, il n'était pas entièrement factice, hein, il y avait quelque chose de réel, et en le raccrochant à d'autres, le rapprochant de d'autres révoltes et d'essayer d'identifier des mécanismes communs. Voilà un petit peu rapidement l'ambition du livre. Donc voilà, moi je m'appelle Antoine Bernard de Raymond, je suis sociologue à INRAE, en poste à Bordeaux, dans un laboratoire d'économie, Bordeaux Sciences économiques. Moi, donc c'est Sylvain Bordiec, sociologue, Université de Bordeaux, chercheur au laboratoire culture et diffusion des savoirs. Alors, quelques mots sur l'enquête qui nous a permis de réaliser cet ouvrage. Bon, c'est une enquête qu'on peut qualifier d'ethnographique, hein. Enfin, les principaux matériaux reposent sur une investigation par immersion dans un territoire du sud-ouest de la France, hein, plus marqué que certains territoires du sud-ouest par des formes de pauvreté, par des formes de précarité. Dans ce territoire, on a investi en particulier ce qu'on peut qualifier comme un groupe de gilets jaunes, hein, enfin, ayant investi des ronds-points, mais pas seulement. Donc notre travail d'enquête a consisté à passer le plus de temps possible auprès des gilets jaunes, hein. Enfin, donc ça veut dire du temps sur les ronds-points à différents moments de la journée, à différents moments de la semaine, hein, pendant plusieurs mois, hein. Enfin, on a enquêté, ouais, comme le disait Antoine, hein, longtemps, on peut dire ça. Euh, donc des observations de toutes les séquences de la révolte ou du soulèvement des Gilets jaunes, euh, on- des échanges avec les Gilets jaunes. On a aussi multiplié autant que possible la présence dans les défilés, dans les manifestations.
dans les marches citoyennes, hein, effectuées dans la petite ville, hein, de notre territoire d'enquête. On était aussi présent dans les manifestations dans la métropole régionale, hein, manifestations hebdomadaires. Donc ce temps à leur côté s'exprime aussi, se traduit aussi par la réalisation d'entretiens, hein. Il nous intéressait de mettre en perspective la pratique de la mobilisation sociale avec la réalité matérielle, avec la réalité quotidienne des Gilets jaunes, ce qui nous a conduit à réaliser, quand c'était possible, à leur domicile, des entretiens au cours desquels on essayait de comprendre l'ancrage ou l'enracinement biographique, hein, de l'engagement dans les histoires de vie. Donc on reviendra, hein, dans un instant, hein, sur ce qui caractérise, hein, cette population de femmes et d'hommes investis dans le mouvement. Alors, pour, pour commencer cet exposé, on peut partir un petit peu de l'énigme que constituait le mouvement des Gilets jaunes, qui a beaucoup surpris les observateurs à l'époque. D'une part, parce qu'il y a des revendications qui étaient centrées autour du pouvoir d'achat, des fins de mois difficiles, donc des revendications centrées donc sur les conditions de vie matérielles, l'enjeu économique de la vie quotidienne, donc ce qui tranche avec quand même pas mal d'autres mobilisations. En termes de composition du mouvement, on voyait beaucoup de gens qui avaient une faible expérience militante, beaucoup de primo-participants, des gens qui n'avaient pas forcément un très haut niveau d'études, alors que les caractéristiques classiques des manifestants, c'est justement des gens plutôt urbains, diplômés, plutôt marqués à gauche, etc. Bon, là, on n'avait pas tout ça. Toujours concernant la composition du mouvement, ce qu'on a très vite remarqué, ça a été la place centrale des femmes et des personnes âgées dans cette mobilisation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Alors, les femmes, elles ont toujours participé aux mouvements sociaux, mais là, il y avait quand même une place assez forte, parfois comme leader sur certains ronds-points, certains groupes locaux, etc. Et une mobilisation aussi qui se fait, si je reviens sur les revendications, au nom du travail. C'est les travailleurs qui se mobilisent, on doit pouvoir vivre dignement de notre travail, etc. Mais il n'y a pas vraiment de revendications qui sont centrées sur le travail, mais elles vont plutôt du côté du coût de la vie, des taxes, du pouvoir d'achat, etc. Et enfin, ce qui est très marquant, c'est que bien que cette cette mobilisation, elle soit centrée sur les questions économiques, les inégalités sociales, etc., l'adversaire ou l'interlocuteur qu'on se donne, c'est pas le patronat, c'est pas les capitalistes, mais c'est l'État. C'est-à-dire que ce qui est interrogé, c'est pas l'économie elle-même en tant qu'elle produit des inégalités, mais c'est la sphère politique dans sa capacité à réguler l'économie. Ça qui est interrogé et c'est là que se situe le sentiment d'injustice en fait qu'ont exprimé les Gilets jaunes. Donc si vous voyez les différentes pièces de ce puzzle, je pourrais aussi parler des modes d'action avec les blocages des routes, les rassemblements sur les ronds-points. On a essayé de rassembler tout ça et d'en produire une intelligibilité. Et c'est là, si j'annonce un petit peu voilà, ce vers quoi on va aller, ça nous a pris du temps, on a beaucoup réfléchi, beaucoup lu, beaucoup travaillé, etc. Mais on est arrivé finalement à une relecture de certains apports de la théorie marxiste, et non pas du côté du travail ou des rapports sociaux de production, mais plutôt de la question de la reproduction, et beaucoup donc la question de la famille, du rôle des femmes au sein des familles, ce travail reproductif. Donc aussi les relectures de Marx dans les années 70 par des marxistes féministes. Enfin, voilà, ça nous a amené à relire, à reprendre tout ça, parfois des pans de recherche qu'on ne connaissait pas très bien. Donc ça a été une découverte aussi pour nous. Et si je peux introduire cette discussion-là, on a participé au début de notre travail à une enquête collective qui avait été initiée notamment par des collègues de Sciences Po Bordeaux, Magali Della Souda, Camille Bedoc et Tinette Schnatterer, et enquête collective qui était passée notamment par une enquête par questionnaire sur les lieux de rassemblement des Gilets jaunes. Et il y avait une question dans ce questionnaire qui était pourquoi manifestez-vous aujourd'hui? Vous voyez, une question ouverte assez simple.
Et donc, on a fait une analyse textuelle des réponses à cette question-là dans le questionnaire. Et quand on voit la liste, on pourra peut-être incruster le PowerPoint après dans la vidéo, quand on voit la liste des 10 premiers mots, des 10 premiers items qui ressortent, il y a des choses assez attendues, pouvoir d'achat, taxes, retraite, Macron, gouvernement, salaire, etc. Et puis, il y a un mot qui ressort quand même, qui lui est plus singulier, qui est le mot enfant, qui arrive là en 4e place, et donc qui revient très fréquemment. Ce qui peut interroger, parce que autant les autres mots, bon, Macron, les Gilets jaunes, ils étaient contre Macron, le gouvernement, pardon, et puis voilà, les questions du pouvoir d'achat, des taxes, le salaire, le coût de la vie, bon, enfin voilà. Mais le mot enfant interroge assez fortement, et ça fait écho, cette dimension statistique, ça fait écho à quelque chose qu'on entendait souvent dire sur les ronds-points, c'était les Gilets jaunes qui nous disaient, mais on n'est pas là pour nous, on est là pour nos enfants. Ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que finalement, ce qui va catalyser la colère populaire, c'est pas tellement les difficultés qu'on éprouve soi-même, qui sont réelles, mais qui sont quelque part acceptées comme une forme de fatalité. C'est l'idée que on n'arrive plus à apporter aux enfants ce qu'on devrait pouvoir leur apporter, des conditions de vie dignes, aussi des loisirs, la capacité de partir en vacances ou aller au cinéma le week-end ou des choses comme ça. Et à plus long terme, l'idée que pour eux, ce sera pire. Et en fait, c'est ça qui explique l'urgence à agir. Et soit dit en passant, ça permet de relativiser certaines critiques qui étaient adressées aux Gilets jaunes à l'époque, qui consistaient à dire, en fait, c'est une mobilisation très individualiste et de gens qui veulent accéder à la consommation, à leur petit standard de vie. Enfin, voilà. En fait, non, parce que ces questions de consommation, elles sont indexées sur un collectif plus large. Donc, c'est pas simplement centré sur l'individu, mais c'est sur la famille et les enfants. Et donc c'est ça qui nous a amené, qui nous a fait cheminer peu à peu vers la question de la reproduction. D'abord la reproduction de la force de travail, et puis la reproduction plus large du groupe social avec cette question centrale de l'avenir des enfants. Pour illustrer ça, là on a sur la diapositive un extrait des doléances, c'est des doléances de Gironde. Et donc c'est une lettre qui est devenue assez connue parce qu'elle est montrée dans le documentaire Les Doléances, qui a eu beaucoup de succès, qui a été réalisé par Hélène Desplanques, je crois. Et donc, dans cette lettre, il y a une femme de Libourne, en Gironde, qui s'adresse au président de la République. Et donc, elle a une espèce d'anaphore. Monsieur le Président, dites-moi pourquoi. Voilà, Monsieur le Président, dites-moi comment. Monsieur le Président, dites-moi comment. Et donc, elle s'adresse au président de la République, donc Emmanuel Macron, en tant que mère. Donc, c'est une personne, c'est une femme qui a des difficultés économiques, qui gagne un salaire, je crois, équivalent au SMIC. Et elle dit, en tant que mère, dites-moi comment je vais pouvoir expliquer à ma fille, donc elle est mère célibataire, hein, cette figure des mères célibataires centrale dans le mouvement des Gilets jaunes, comment je vais pouvoir expliquer à ma fille que elle n'aura pas de cadeau à Noël, que le soir, j'ai rien d'autre que des pâtes à lui servir à manger, comment je vais expliquer comment ma fille elle va pouvoir comprendre que souvent sa mère elle pleure parce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, etc., etc. Et donc, ça, vous voyez, pour nous, c'est un mode d'expression et les problèmes qui sont exposés ici, la manière de les poser, qui sont assez centraux pour comprendre ce qui s'est joué dans ce mouvement-là, le mouvement des Gilets jaunes. Si on revient un tout petit peu en amont de ces formes d'expression, ce qui a été l'étincelle du mouvement des Gilets jaunes, ça a été l'augmentation d'une taxe sur le carburant diesel. Et donc ça a été souvent vu, ouais, bon, c'est des gens, ils sont contents de polluer, ouais, c'est les motards, enfin voilà, ils veulent faire boum boum, etc. Donc si on regarde les statistiques, les enquêtes de l'INSEE, l'usage de l'automobile en France, de manière écrasante, c'est principalement un usage pour mobilité domicile-travail. Voilà, voilà. Et donc en fait, ça, si on relie ça à l'aune de Marx, c'est finalement assez simple. C'est donc on prend la voiture le matin pour aller travailler, ça c'est ce que Marx appelait, mais ça n'existait pas à son époque, mais ça rentre dans ce qu'il appelle la reproduction de la force de travail. L'ouvrier, le patron, il veut le payer le moins possible pour tirer une plus-value, mais il est quand même il peut pas descendre en deçà d'un minimum parce que l'ouvrier, il faut qu'il puisse se loger, se nourrir, se vêtir, dormir la nuit. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une limitation du temps de travail, etc. Et puis aujourd'hui, vous pouvez intégrer le coût du déplacement domicile-travail dans cette reproduction de la force de travail. Et depuis les années 70, on le sait, hein, les distances qui sont parcourues au quotidien pour aller au travail sont de plus en plus grandes.
Donc ça, c'est avec l'automobilisation de la société française, la périurbanisation, etc. Voilà, ça c'est prouvé. Enfin, voilà. Donc c'est un coût de reproduction de la force de travail qui tend à augmenter et ce coût de l'essence, de l'entretien de l'automobile, etc., qui devient de plus en plus central dans cette reproduction de la force de travail. Donc pour nous, c'est le point de départ du mouvement. Et partant de la reproduction de la force de travail, donc ce qui permet de déconstruire l'idée que ce serait juste un espèce d'attachement consumériste ou même très idéologique à la voiture, même s'il pouvait y avoir ça, cette dimension culturelle de la voiture, enfin voilà, peut-être une construction de la masculinité ou des choses comme ça. Voilà, nous, on les situe comme ça dans la question de comment je peux encore travailler, comment je vais pouvoir continuer à travailler. Et partant de cette question de la reproduction de la force de travail, en regardant les revendications des Gilets jaunes, alors on ne va pas vous faire ici là, le détail de l'analyse statistique de ces revendications, mais ce qu'on peut montrer, c'est que ça va au-delà de ça, c'est la reproduction du groupe social, et c'est comme ça qu'on comprend la centralité des enfants et de la famille dans ce mouvement. Et qui est pris dans une espèce en 2018, hein, de contradiction entre la stagnation des salaires, qui est très clairement exprimée dans les revendications des Gilets jaunes. Et enfin voilà, stagnation des salaires, on ne gagne pas assez, et en même temps, on n'imagine pas comment on pourrait créer un rapport de force qui pourrait permettre d'augmenter les salaires. Donc c'est vu comme une contrainte externe sur laquelle on n'a pas de prise. Et par ailleurs, l'augmentation des dépenses de la vie courante, et en particulier celle des dépenses contraintes, donc ça peut être le logement, les factures d'électricité, l'alimentation, et puis aussi évidemment la voiture, le déplacement en automobile pour aller travailler. Et donc en fait, ce que l'automobile laisse avoir, c'est de manière plus large un dévissage des coûts de reproduction du groupe social ouvrier, employé, des groupes sociaux populaires. Et donc, c'est comme ça que nous, on est arrivé à ce constat d'une crise de la reproduction sociale qui serait le mécanisme de ce mouvement social, avec, vous voyez, les pratiques reproductives qui ont plusieurs dimensions, à la fois la maintenance, donc c'est comment on maintient un équipement en état de marche, donc évidemment la voiture, mais aussi un équipement électroménager au sein du ménage, donc la machine à laver, la vaisselle, le lave-linge, la télévision, etc. Et le soin, donc les pratiques de soins apportées en particulier par les femmes au sein des ménages populaires, du soin pour les enfants, et puis les pratiques de subsistance avec tout ce qui est l'approvisionnement, en particulier l'approvisionnement alimentaire. Cette interprétation du mouvement comme étant une crise de la reproduction sociale, ça permet aussi de comprendre sa dimension intergénérationnelle et le rôle central joué par les personnes âgées au sein du mouvement. Et là encore, nous, nos intuitions premières, elles ont été déjouées. Nous, on pensait que si les personnes âgées s'étaient révoltées, avaient participé au mouvement, c'était parce que il y avait, enfin, c'était d'abord pour des enjeux fiscaux, parce que notamment, il y avait eu quelques mois avant l'augmentation de la CSG sur les petites retraites. Enfin, il y avait une histoire comme ça. Alors, évidemment, ça a joué un rôle. Mais ce qu'on a vu beaucoup en discutant avec les Gilets jaunes dans les manifestations, sur les ronds-points, etc., c'est qu'en fait, cette dimension fiscale qui venait éventuellement rogner sur les petites retraites, etc., ça venait aussi rogner sur des mécanismes de solidarité intergénérationnelle au sein des familles populaires, avec des pratiques d'entraide, de solidarité. Donc typiquement, les grands-parents partis en retraite, ils pouvaient aider leurs enfants, mais leurs enfants qui étaient déjà âgés de 35-40 ans, qui avaient eux-mêmes des enfants, les aider, alors soit au quotidien, en s'occupant des petits-enfants, enfin le truc très classique, mais aussi les aider financièrement avec des pratiques comme celle de remplir le frigo. C'est-à-dire qu'on va faire les courses pour ces enfants qui permettent quelque part de leur donner de l'argent, mais sans avoir à leur donner de l'argent en liquide. Mais donc voilà, ça permet d'aider financièrement sans que ce soit trop direct et que ce soit humiliant pour les enfants, enfin, ou des choses comme ça. Donc en fait, les enjeux fiscaux venaient rogner sur toutes ces formes de solidarité un petit peu invisible au sein des familles populaires. Donc pour nous, il y a ça aussi qui se joue au sein du mouvement des Gilets jaunes. Ce constat d'un mécanisme global d'une crise de la reproduction sociale, ça nous a aussi amené à réfléchir à la question des classes sociales ou des fractions de classe pour comprendre un petit peu mieux qui s'est mobilisé, pourquoi,
Est-ce qu'on peut simplement dire que c'est les ouvriers, les employés, les classes populaires, ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué ou un petit peu plus précis que ça? Et je vais passer la parole à Sylvain, à mon collègue Sylvain Bordiac, pour approfondir ce sujet. Oui, donc ouais, on a eu cette question qui, comme d'autres, qui sont les gilets jaunes sur le plan de la classe sociale ou la fraction de classe. Alors, ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu comment dire, établir, ce ne sont pas n'importe quelle classe populaire. Si on admet que les gilets jaunes, hein, c'est un mouvement des classes populaires, on pourrait dire on peut dire que un mouvement des classes populaires jusque-là stabilisées ou relativement stabilisées, mais qui connaissent, sous le coup de l'augmentation du coût de la vie, des formes de déstabilisation. On peut penser à la formule un peu connue de Robert Castel, hein, la déstabilisation des stables. Donc, on, on voit que ce sont ces fractions-là de stables déstabilisés et qui connaissent des formes parfois nouvelles, hein, de vulnérabilisation. On a été attentif à l'articulation entre la vulnérabilité sociale, hein, liée au travail ou à l'absence de travail et la vulnérabilité sanitaire, parfois également liée au travail. Donc ce qu'on a pu identifier chez les Gilets jaunes, hein, ce sont des personnes souvent usés, abîmés par le travail manuel, hein. Les gilets jaunes sont assez largement des travailleurs manuels, hein, qu'ils soient des petits indépendants ou des salariés ou même des employés. On a vu que il s'agissait de fractions des classes populaires attachées à vivre, à vivre dans de l'habitat individuel. Enfin, donc ça a à voir aussi avec des normes de classe, hein. On a pu entendre certaines interprétations au début du mouvement des Gilets jaunes, selon lequel il s'agissait d'un, d'un, d'un mouvement de femmes et d'hommes, comment dire, connaissant des formes de frustration liées au fait qu'elles n'habitent pas en ville, qu'elles n'habitent pas dans les métropoles. Alors nous, c'est pas exactement ça ce qu'on a vu. On a vu de nombreux individus attachés à vivre en milieu périurbain avec un jardin, à vivre en milieu rural avec la possibilité, je sais pas, d'aller faire de la cueillette ou faire des balades. Donc, c'est pas seulement cette espèce de frustration, de jalousie par rapport aux urbains. Il faut néanmoins pas négliger que s'ils vivent là, euh, c'est parce que ce sont des contraintes socio-économiques, hein, qui les amènent à s'installer là. On a rencontré, hein, dans l'enquête, hein, des personnes ayant fait le choix du rural ou du périurbain euh, parce que c'était là où ces personnes pouvaient investir, acheter une maison, euh, par exemple. Ce qu'on a vu aussi chez ces femmes et ces hommes, euh, de nombreux, euh, de nombreux, de nombreux individus ayant connu des migrations qu'on peut qualifier de précarité. Donc des personnes euh, qui connaissent des mobilités géographiques, hein, qui passent d'une zone périurbaine rurale à une autre, enfin des personnes venant d'autres régions et cette installation dans le sud-ouest là par exemple, hein, pour notre cas d'étude, montre aussi que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement de personnes connaissant ou ayant connu des difficultés à s'installer là où ils sont installés. Donc des difficultés là je reprends leurs expressions, hein, qu'on a entendues parfois, la difficulté à se faire à la mentalité du coin, à se faire aux gens du coin, hein, des enquêtés qui peuvent dire je me plaisais mieux dans le nord, les gens sont plus sympas dans le sud, dans le sud-ouest, c'est beaucoup plus compliqué
de se faire des amis. Donc, c'est cette espèce d'autochtonie difficultueuse, d'autochtonie assez, assez inachevée. Alors, qu'on soit autochtone ou allochtone hein, chez les Gilets jaunes, il y a aussi une espèce de caractéristique commune. C'est des personnes qui ont connu plus que les autres, hein, probablement, des accidents de parcours. Enfin, ça peut être des accidents du travail hein, qui empêchent à un moment donné de la trajectoire de retravailler. Euh, Ça peut être des séparations, des divorces aussi qui mettent particulièrement en difficulté les femmes. Chez les Gilets jaunes, il y a évidemment des personnes coupées des mondes du travail. Il y a aussi des personnes coupées des formes ordinaires de la vie sociale parce que s'occupant de parents malades, s'occupant aussi d'enfants malades. Euh, Ainsi, ouais, ok. Oui, si je reviens quelques instants hein, sur les caractéristiques de façon un peu globale, hein, bon, ce sont chez les femmes une majorité d'employés et puis chez les hommes une majorité d'ouvriers. Euh, voilà, cette distance au travail, et elle se combine avec une distance avec la vie sociale locale. Hein. Les gilets jaunes, euh, par exemple, sont peu ancrés dans le tissu associatif. Pas trop dans les clubs de sport, pas trop pas trop dans les clubs de loisirs. Bon, ça a à voir évidemment avec euh, c'est les enjeux de pouvoir d'achat, hein, parce que je sais pas, prendre une licence dans un club de sport, ça coûte cher. Et c'est aussi lié à des formes d'absence de légitimité, de se dire que voilà, c'est pas là ma place. Les Gilets jaunes ont permis, euh, par de nombreux aspects, de renouer avec une vie sociale qu'on pourrait qualifier de normale, quoi. Au moins pendant, euh, pendant un certain temps. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a pu voir opérer sur les ronds-points, notamment, hein. Enfin, le rond-point qui recrée de la centralité, le rond-point qui recrée une espèce de temps finalisé, quoi, avoir quelque chose à faire à la fin de la journée. Alors, ce qui se passe sur le rond-point, évidemment, ne se résume pas à de la vie sociale, à des échanges, mais c'est important quand même pour le comprendre. Si si les ronds-points n'avaient pas été inventés et occupés de cette manière, hein, le, le mouvement n'aurait pas eu cette forme, cette durée et cette portée, quoi. La mobilisation ne se serait pas inscrite autant le cadre de vie. Donc le rond-point, c'est pas forcément, c'est pas seulement euh, le, c'est loin d'être finalement, au regard de notre enquête, hein, c'est loin d'être le mouvement des gars ou des filles du coin. Alors, ces personnes habitent dans le coin, mais la plupart du temps ne se connaissent pas. Donc, on a ici le rond-point comme un lieu de rencontre, hein, de production d'interconnaissance. Le rond-point, il est important pour se rendre compte qu'on a des personnes qui habitent à proximité de chez soi et qui vivent les mêmes conditions. Ça a été un révélateur important, ce lieu pour entendre les situations des uns et des autres. Ça a été important pour passer de formes de gêne ou de honte individuelle à être en difficulté à l'expression collective hein, de cette honte et de cette gêne. Et donc cette honte et cette gêne qui se transforment grâce au rond-point en colère collective. Oui, alors peut-être pour terminer, on avait commencé l'exposé en disant, en mentionnant la singularité et le caractère inédit du mouvement des Gilets jaunes dans la France du XXe siècle, disons, ou en tout cas du second XXe siècle.
Ce qu'on peut malgré cela montrer, c'est que ce mouvement, c'est un mouvement qui partage des caractéristiques avec d'autres révoltes, grandes révoltes populaires qui ont pu avoir lieu à d'autres moments du temps ou en d'autres lieux. On a appelé ça, alors bon, peut-être simplifiant, les révoltes contre la vie chère. Et en fait, quand on déplace le regard dans l'histoire ou dans l'espace, on se rend compte que c'est quelque chose de relativement courant qu'on peut observer aussi bien en Afrique, c'était quelque chose qui a été très bien décrit par Vincent Bonnecase, par exemple, que dans le passé, je pense que dans la Révolution française, le démarrage de la Révolution française, on observe des mécanismes qui sont assez semblables, ou bien là, vraiment pas très loin des Gilets jaunes, à quelques mois de distance, et assez loin d'un point de vue géographique, au Chili, en 2019 il y a une grande révolte qui part d'un phénomène qui est assez semblable à ce qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'augmentation par une décision gouvernementale du prix du ticket de métro. Donc là aussi, c'est les déplacements au quotidien, alors là pour le coup dans un espace urbain, mais c'est pour aller travailler le matin, les classes populaires de Santiago, elles doivent payer le ticket de métro, et donc quand on touche à ça, on touche à quelque chose d'assez sensible, une dépense qu'on fait tous les jours et qui porte justement sur cette reproduction de la force de travail. Et donc, en fait, on se rend compte que ces révoltes-là, elles ont souvent un point commun, c'est une atteinte à un bien spécifique, mais qui est essentiel pour la reproduction des ménages populaires. Alors, dans l'histoire, c'était évidemment l'alimentation, le prix des grains, typiquement à l'époque de la Révolution, et aujourd'hui, c'est plutôt ce qui va toucher à la mobilité quotidienne pour aller travailler. Une autre caractéristique commune de ces révoltes-là, c'est le côté hétérogène des publics qui vont y participer, leur absence de structuration a priori dans des organisations avec une ligne directrice, une ligne politique, enfin voilà, côté hétérogène et puis inexpérimenté, en fait, finalement, des gens qui vont participer, et ce qui fait que la révolte se déroule, se déploie en dehors des canaux habituels de la révolte, et donc en dehors des formats classiques de la protestation. Et donc, ça leur donne ce côté éruptif, parfois violent, enfin voilà, etc. Et aussi une autre caractéristique commune, c'est une interpellation du politique plutôt que du patronat, plutôt que des puissances économiques. Euh, et, euh, et donc, c'est des révoltes qui vont d'abord viser les modes de gouvernement de l'économie. Et c'est ce qui fait qu'il va y avoir une montée en généralité. On va partir d'un problème économique concret, ancré dans la vie quotidienne, pour aller de plus en plus à un élargissement des problèmes, d'abord des problèmes économiques, puis finalement une mise en cause de la représentation et une forme de crise de gouvernementalité. Et pour nous, c'est pas du tout un hasard si les Gilets jaunes, ils ont construit leur imaginaire dans un précédent historique qui est celui de la Révolution française, parce que c'est le moment où s'affirme cette logique de la souveraineté populaire face à la souveraineté de l'absolutisme royal. Et finalement, voilà, les Gilets jaunes, ils vont rechercher ça, et il y a une logique assez forte à ça, et c'est pas simplement parce que c'est le répertoire culturel commun de tous les gens qui sont un peu allés à l'école, enfin, même s'il peut y avoir ça, en fait, il y a une vraie raison politique derrière ça. Et donc, voilà, nous, on a essayé, pour terminer, d'essayer voilà, d'identifier des caractéristiques communes à ce qu'on a appelé ces révoltes contre la vie chère. Et pour terminer dans la conclusion, de revenir sur ce qui avait été le point de départ, puisque c'était la question de comment est-ce qu'on met en œuvre la transition écologique. Parce que la taxe sur le carburant diesel, elle était supposément censée financer la transition écologique. Et donc ça pose ces questions-là. À quelles conditions une transition, et donc avec le changement des modes de vie qu'elle, qu'elle suppose, à quelles conditions une transition écologique peut être acceptable pour les classes populaires quand ça vient toucher à la dimension reproductive de leur mode de vie. Donc voilà. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup pour nous avoir fait partager un petit peu votre expérience et puis pour nous avoir donné quelques éléments de compréhension à côté desquels, je dis sans acrimonie, mais avec le recul, je dirais les institutions traditionnelles, partis politiques, syndicats sont passés à côté. Pas complètement, parce qu'on a vu des militants s'engager aux côtés des Gilets jaunes, mais bon, il y a eu toute une période de flottement pendant laquelle il y avait y compris une réflexion plus globale de la CGT au plan national sur l'infiltration des ronds-points par les militants du Rassemblement national, qui a créé une espèce de peur et une espèce de distance
avec ce mouvement. Vous l'avez ressenti, enfin, est-ce que vous avez vécu ou dans votre travail, perçu un petit peu ces distanciations et peut-être nous donner quelques éclairages sur la manière dont ça a pu se modifier au cours des luttes et du mouvement, hein, proprement dit. Pour le reste, je vous remercie beaucoup d'attirer notre attention sur tout ce qui se passe au niveau de la reproduction sociale, qui n'est pas forcément l'objet premier, je dirais, de l'investigation militante, qu'elle soit syndicale ou politique. Oui, alors, enfin, par rapport à cette dernière remarque, nous, on ne voudrait pas non plus donner l'impression que la question du travail ou des rapports de Et production minoré, n'est non, pas non, un mais sujet, parce que je l'ai pas pris comme je pense ça, que absolument. les Gilets jaunes, ils seraient d'accord qu'il y ait plus d'emplois ouvriers Évidemment. rémunérés, enfin ça, il n'y a pas de problème. Non. Non, mais par rapport à cette distance, au moins initiale, vis-à-vis des grandes organisations syndicales ou politiques de gauche par rapport au mouvement, alors même s'il y avait des variations, c'est vrai qu'initialement, il avait été, je dirais, en amont du 17 novembre, beaucoup relayé, les appels à la mobilisation étaient beaucoup passés par, enfin, vous voyez, parfois les réseaux de la patriosphère, enfin voilà, des choses assez marquées côté de la droite dure ou de l'extrême droite. Mais quand le 17 novembre arrive, quand on voit les gens sur les ronds-points, ce qu'ils disent, ce qu'ils revendiquent, etc., on voit bien que c'est quelque chose qui excède très largement ça. Ce n'était pas du tout incompatible avec la présence de gens soit qui votaient à l'extrême droite, soit qui étaient une extrême droite consciente d'elle-même, enfin voilà, alors avec des variations, enfin, vous voyez, entre la grande manifestation parisienne et les ronds-points dans des zones, enfin voilà. Enfin, ce qu'on a remarqué, c'est surtout les réactions au mouvement au début qui ont été extrêmement polarisées. Avec d'un côté des gens qui disaient c'est l'extrême droite, c'est le retour des ligues, il faut surtout pas aller vers ça, c'est le confusionnisme, ça c'est, enfin voilà. Et de l'autre côté, des gens qui disaient, mais non, c'est le retour de la lutte des classes, c'est le réveil du peuple. Et en fait, nous, dans l'intelligibilité qu'on a essayé de produire de ce mouvement, on a essayé de sortir de ça, de ce jeu de regard un peu en miroir. Est-ce que c'est la lutte des classes ou est-ce que c'est le fascisme? Enfin voilà. Et plutôt de se poser la question, pourquoi la gauche ne peut pas parler, a du mal à s'adresser à un mouvement comme celui-ci, avec, je veux dire, si on met un peu de côté la question de est-ce que c'est d'extrême droite, il y a une dimension conservatrice dans ce mouvement, au-delà de la question du vote, de comment les gens s'identifient, il y a au sens où on veut défendre quelque chose, on veut ramener les choses à la normale. Donc ça, il faut l'admettre aussi, c'est pas la révolution, les Gilets jaunes. Et pour moi, enfin pour nous, je pense, c'est dire ça, ce n'est pas délégitimer cette révolte. Donc il faut admettre ça. Ce côté, on veut défendre un mode de vie, on veut pouvoir vivre dignement de notre travail, on veut, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même la question de la famille qui est assez centrale dans un mouvement comme celui-ci. Bon, bah, la famille, c'est pas une institution qui brise les cadres de la société. Au contraire, voilà. Puis la reproduction, c'est ce qui permet de reproduire les choses à l'identique, etc. Et il faut l'entendre. Il faut l'entendre, ça ne veut pas dire prendre ça au pied de la lettre, dire oui à tout ce que revendiquent les Gilets jaunes, on peut penser avec eux et penser contre eux, mais il faut entendre, il faut comprendre les mécanismes de cette révolte pour pouvoir construire une réponse progressiste à ça. Et puis si on revient un peu sur l'enquête et les manières qu'ont pu avoir les syndicalistes de s'engager, en effet, enfin, ils étaient présents, mais enfin, peu quand même. Et leur mode de présence était relativement singulier dans la mesure où il y avait une croyance dans la pertinence du mouvement, dans sa force, et dans le même temps, euh, une, pas une posture distante, mais la volonté de laisser le mouvement de primo-militants, primo-manifestants s'épanouir sans véritablement peser. Enfin, il y a cette forme de sens commun, quoi. Si en tant que syndicalistes, nous mettons davantage en avant, nous ferions du mal au mouvement. Et voilà, si je repense aussi un peu à l'enquête, on a vu quasiment à la toute fin, enfin, je me souviens notamment de militants anarchistes quoi, venir sur un rond-point et
et faire une sorte de mea culpa en disant aux Gilets jaunes, pour certains, enfin, enclins des discours on pourrait qualifier comme relevant de racisme ordinaire, quoi. Enfin, nous avons, nous vous avons pas compris. C'est quand même une caractéristique importante du mouvement, une singularité aussi, c'est d'avoir fait tenir, en l'occurrence sur les ronds-points, hein, dans une espèce d'exercice d'équilibrisme permanent, hein, faire tenir des personnes aux sensibilités diamétralement opposées. Enfin, ça, c'est euh, pas inédit, mais en tous les cas, assez très intéressant pour les chercheurs. Et pas seulement pour les chercheurs, moi je dirais pour les militants engagés qui ont besoin aujourd'hui de recoller avec le reste de la société par-delà les représentations qu'on peut avoir de ce que sont les gens en général. Je dirais, moi, quand je vais dans ma cité populaire, je vais rencontrer des gilets jaunes, des anciens gilets jaunes, mais je vais rencontrer des gens qui ont des sensibilités politiques extrêmement différentes, mais qui ont par contre les mêmes modes de vie, les mêmes souffrances, et qui peuvent cheminer ensemble vers une autre compréhension de la réalité à laquelle ils sont confrontés. C'est pour ça que c'est, enfin, moi je trouve que cette crise des Gilets jaunes, ça a été un révélateur euh, pour le monde militant, c'est-à-dire en clair, une espèce de cri en nous disant mais vous nous écoutez plus. Enfin, la classe politique, quelle qu'elle soit, ne nous écoute plus et nous entend encore moins, je dirais, du point de vue de la qualité des souffrances exprimées. Donc, ben, je ne vais pas faire trop de commentaires là-dessus, hein. J'invite plutôt à lire votre ouvrage et peut-être à s'approprier un petit peu tout ou partie de ce que vous nous apportez de compréhension. Et on parlait tout à l'heure d'un renouveau, je dirais, de l'intérêt pour votre livre au travers du mouvement du 10 septembre, le Contour, etc. Certains faisant des amalgames, des rapprochements. Ce qui est sûr, moi, personnellement, c'est que euh, le travail que vous avez fait et une meilleure compréhension de ce qui s'est passé a facilité une évolution du monde politique, notamment à gauche, et du monde syndical, et qui a évité justement que le 10 septembre soit un échec, entre guillemets. Quand je dis un échec, on se comprenne bien, une nouvelle rupture avec des formes de lutte ou l'émergence de volontés qui trouvent difficilement à s'exprimer dans les formes traditionnelles d'action. Parce que c'est dire, c'est difficile. Et comment vous, alors justement, comment vous avez vécu donc ce 10 septembre par rapport à ce que vous aviez vécu justement, l'expérience en direct des Gilets jaunes? Est-ce que pour vous ça appelait ça? Ou est-ce que vous y avez retrouvé, je dirais, certains des mécanismes que vous avez identifiés? Voilà, bon, ça c'est votre vécu à la fois citoyen et peut-être aussi professionnel, si vous continuez à travailler sur ce champ. Alors, je pense qu'en termes de public qui ont participé au 10 septembre, c'est assez différent des Gilets jaunes. Et donc, ça pose la question de enfin, voilà, comment certaines franges de la population en France qui peuvent partager certaines difficultés de vie, etc., peuvent trouver à se rencontrer, enfin, je veux dire, politiquement ou pas. Voilà. Après, moi, ce qui est marquant, c'est de voir à quel point l'imaginaire et un peu les logiques des Gilets jaunes ont marqué les pratiques protestataires. C'est-à-dire que Bloquons tout, c'est quand même une référence déjà à la pratique du blocage comme pratique de contestation politique, un peu comme une alternative à la grève et à l'arrêt de la production. Et puis deuxièmement, ce qu'on voit, c'est que aussi c'est le même mécanisme, c'est-à-dire c'est une dégradation des conditions matérielles de vie qui est, qui est un peu le déterminant sous-jacent de la protestation, mais qui, elle, est catalysée par une décision politique. Donc à l'époque des Gilets jaunes, c'était une décision en matière de fiscalité. Là, c'est une décision budgétaire avec quelque chose qui est pris vraiment comme une injustice, comme à nouveau cette distance du politique par rapport aux citoyens ordinaires, disons.
Et l'idée qu'on va toujours demander des efforts aux mêmes, aux plus fragiles, aux moins favorisés, et alors qu'à côté de ça, on laisse tranquille les gens qui pourraient contribuer plus. Donc là, vraiment, ce qui avait marqué, c'était l'histoire des 2 jours fériés supprimés. Et à côté de ça, on disait, ah bah non, la taxe Zuckman, ce serait pas possible parce que ce serait anticonstitutionnel, ou les riches, ils pourraient contourner ça en faisant de l'évasion fiscale, ou enfin voilà. Mais bah, alors du coup, bah, c'est à vous qu'on va demander de faire des efforts. Donc c'est ça qui catalyse le mécontentement. Alors après, c'est un mouvement qui n'a pas la même ampleur que les Gilets jaunes, mais effectivement, on peut retrouver certaines, dans les mécanismes, certaines similitudes. À moins que tu aies quelque chose à dire. Vas-y. Il y a une question, enfin, qui est à travailler aujourd'hui, c'est pourquoi les gilets jaunes, ou des personnes ayant les mêmes caractéristiques que les gilets jaunes, ne se retrouvent pas du tout dans les mots d'ordre d'indignons-nous et bloquons-nous. Et une hypothèse qu'on peut faire, c'est que les vulnérabilités, hein, qu'on a vues en 2018 et ensuite elles n'ont fait qu'augmenter. Et les personnes qui, il y a 7 ans, avaient encore les ressources nécessaires pour se révolter, pour trouver du temps et l'énergie, pour s'engager, ces ressources, elles sont aujourd'hui, elles sont pas forcément taries, mais en tout cas, elles sont moindres. Voilà. Et ça, on verra en enquêtant. Ça, enfin, Justement, bon, effectivement, moi, déjà, d'un point de vue syndical et politique, on a senti qu'il y avait quelques difficultés à élargir, je dirais, l'action entre le 10 et le 18, même si le 18 a été un relatif succès. On sent bien que ça bloque, hein. Mais est-ce qu'on... Moi, j'étais étonné d'ailleurs de voir les jeunes étudiants en Assemblée générale euh, continuer à développer les pratiques qui avaient été inventées au moment des Nuits debout. Est-ce qu'on peut retrouver, on en avait un peu échangé là-dessus, mais qu'est-ce qu'ils ont laissé comme traces culturelles, expérimentations militantes qui ont pu irriguer, je dirais, la société française, le monde militant et le monde associatif? Est-ce qu'il y a eu des traces importantes laissées par ce mouvement? Les Gilets jaunes? Oui, bien Ouais. sûr, oui, oui, oui. Oui, Nuit debout, on pourra en parler, mais les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, je pense, un des grands enseignements, c'est que finalement, un mouvement social, une contestation efficace, doit avoir 2 caractéristiques, la masse et le côté surprenant, en dehors des cadres. Et, enfin, je veux dire, si ça a eu cette efficacité-là, cette puissance politique-là, hein, il y a quand même eu des choses qui ont été, comme on a dit à l'époque, lâchées par Macron, qui étaient, voilà, c'est parce que on a inventé des nouveaux formats de rassemblement, des nouveaux modes de contestation, enfin de blocage de l'économie, des nouvelles formes de manifestation, etc. Et après, ce mouvement, il s'est finalement installé dans une forme de routine qui a pu jouer contre lui. Donc ça, c'est un enseignement assez fort, et ça, je pense que ça a beaucoup marqué la contestation sociale. On l'a vu ensuite dans le mouvement contre la réforme des retraites en 2019. Il y a eu ce néologisme à l'époque, Gilets jaunes et la grève, enfin voilà, avec l'idée beaucoup plus d'occupation de lieux productifs, de routes, etc. Et avec aussi une dimension intersectorielle. Quand on fait grève, c'est les travailleurs d'une entreprise ou d'un secteur qui se coordonnent pour agir ensemble. Donc finalement, à la fois, c'est un outil puissant puisqu'on arrête la production, et en même temps, c'est forcément limité parce que c'est cantonné aux travailleurs et puis aux gens d'un certain secteur, enfin en général. Alors que là, on a pu observer par la suite des actions qui étaient beaucoup plus transsectorielles entre les enseignants, les étudiants, les ouvriers, enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça, je pense que c'est un héritage des Gilets jaunes, l'imaginaire des ronds-points, de l'agora, du lieu où on se rencontre. Aussi, je pense que ça a beaucoup marqué. Et pour autant, moi, je pense que même s'il y a des conditions de vie qui se dégradent dans plein de secteurs de la société française et bien au-delà des Gilets jaunes, je pense qu'il reste quand même des barrières culturelles pour le coup. Alors là, vraiment, on revient à des trucs sociologiques très classiques. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on partage des conditions matérielles, éventuellement, qu'on va être capable de se reconnaître, de se dire
qu'on est ensemble et qu'on peut agir de concert. Et je pense que entre les Gilets jaunes, Nuit debout, les jeunes qui se sont révoltés suite à la mort de Naël en 2022 ou 2023, je ne sais plus, enfin, non, 2023. Enfin, vous voyez, c'est des groupes qui pourraient partager certain point de vue, certaines caractéristiques, certaines dégradations de leurs conditions de vie, etc. Je pense qu'on est loin de les voir agir de concert. Et ça ne se décrète pas, cette possibilité-là. Absolument. Et justement, dans votre travail et dans les échanges qu'on a eus autour de vos travaux, vous nous avez montré un petit peu ce qui pouvait se passer pour dépasser ces clivages culturels et comment des personnes qui finalement, sur leur conscience citoyenne ou pouvaient évoluer au travers justement de la pratique des ronds-points. Comment ça serait intéressant de nous faire partager un petit peu cette dimension-là, parce qu'elle est très importante en termes d'avenir et en termes d'espoir. Parce que souvent on se dit, mais, je vais y arriver. Ouais, les ronds-points ont été des lieux où on fait connaissance, mais un lieu aussi où on produit des formes de connaissance. Absolument. Ça, c'est quelque chose ça a été aussi une des caractéristiques, une des forces du mouvement, c'est d'apprendre sur les institutions, d'apprendre sur la manière dont elles fonctionnent, d'apprendre comment l'État travaille avec le monde économique, d'apprendre comment fonctionnent les médias aussi. Ça a produit des effets qui peuvent se propager au-delà de la sphère des Gilets jaunes. Hein. C'est la construction collective sur un temps relativement long d'un esprit critique. Donc on voit que les préjugés ou bien le désespoir, hein, qui est socialement construit, il est socialement euh, déconstructible. On peut aller à l'encontre de visions, des visions assez classiques, hein, selon lesquelles il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'alternative. Hein. Les Gilets jaunes ont réfléchi à des alternatives, hein, notamment en matière de gouvernement des individus. Hein. Il y a encore aujourd'hui, hein, dans les revendications des groupes Indignons-nous, Bloquons-nous, hein, les revendications du type référendum d'initiative citoyenne, ça prend beaucoup de temps. Enfin, je pense qu'il y a un avant et un après la contestation sociale en France euh, grâce ou à cause des Gilets jaunes. Il y a un imaginaire Gilets jaunes. Hein, on voit aujourd'hui sur les, les groupes Telegram, hein, samedi prochain, on l'a fait en mode Gilets jaunes. Il y a un écart considérable entre cette présence de ce nouveau mode d'action dans l'imaginaire. On sait que c'est possible, mais c'est comme si le naturel de la contestation, il revenait au galop. Il est plus fort parce il est plus ancré dans les esprits, dans les cerveaux. Il y a les routines l'emportent. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, il me semble, pour avoir alors, on n'enquête pas complètement dessus avec Antoine, mais on est allé voir aussi en tant que citoyen les rassemblements de ces dernières semaines. Ouais, il y a des séparations entre les groupes, entre les sensibilités euh, qui sont plus fortes que pendant les Gilets jaunes. Hein. On a vu les 10 et 18 septembre, hein, des personnes brandissant un drapeau français se faire éjecter des défilés. Enfin, il y a des Gilets jaunes, hein, qui sortent volontiers le drapeau français. Enfin, il y a les idées ou l'idéologie souverainiste, hein, quand même qui est présente aussi. Donc, il n'y a pas c'est un néologisme, hein, qui me vient à l'esprit, mais il n'y a pas cette inclusivité. Cette absence d'inclusivité qui empêche le mouvement de se massifier. Je partage. Justement, j'ai envie de prolonger par rapport à ça. Parce que
cette dimension culturelle et cette fracture. Moi, je pense qu'il y a une fracture importante, non pas simplement entre les élites, pour que, mais entre tous ceux qui sont plus ou moins qualifiés, qui ont été à l'école, etc. Et puis le reste de la population, il y a des représentations qui, pour certaines d'ailleurs, ont été stigmatisées à un tel point que certaines forces politiques ont décidé, je ne nommerai personne, ils ont même travaillé pour en faire une espèce de vérité absolue. Ça sert à rien finalement d'aller voir les pauvres, d'aller voir les classes populaires, parce que de toute façon ils votent plus. Donc, pourquoi aller perdre du temps à les écouter ou à les rendre, les nouveaux, essayer de les rendre acteurs, je dirais, de leur vie et de la vie sociale. Donc, est-ce que c'est pas un facteur important de distanciation entre le monde politique, même fût-il d'ailleurs à gauche ou à l'extrême gauche, qui a tendance quand même, d'une certaine manière, à devenir à son tour un peu élitiste sur le champ de la contestation, élitiste entre guillemets, hein, qu'on se comprenne bien, mais et qui donc ne se met plus en capacité d'écoute pour entendre ce qui se dit réellement. Pourtant, Marx a été très clair de ce point de vue quand il parle de la religion. Il en parle tout à la fois comme un élément éventuellement de médicament, enfin, du peuple, mais il en parle et surtout, et c'est souvent le terme qui est oublié, comme l'expression de la souffrance de la créature opprimée. Or, justement, moi, ce que je ressens, enfin, ce qu'on a été un certain nombre à ressentir, c'est ça. Et c'est une des grosses difficultés de la période, c'est, on parle de souveraineté populaire, par exemple, mais c'est quoi derrière? Comment ça s'exprime, comment ça se manifeste, comment on peut écouter des discours qui quelquefois peuvent nous hérisser le poil, comme on dit. Voilà. Et comment faire en sorte qu'on entende les peurs qui s'expriment souvent et qui peuvent se traduire par du racisme, par des expressions violentes quelquefois. Vous, comment, en tant que sociologue, comment vous avez pu ressentir éventuellement ces questions-là? Et au regard, je dirais, des chantiers auxquels on est confronté, c'est peut-être pas vos objets de recherche, mais en tant que citoyen, au moins, vous avez peut-être des choses à dire là-dessus. Je pense qu'on voit bien que en Occident, de manière générale, un facteur déterminant du vote et des clivages électoraux, c'est le diplôme, le niveau de diplôme. Et donc voilà, enfin, la massification scolaire, voilà, ça a produit ça, et donc ça s'interroge. Et donc effectivement, vous avez des élites politiques qui sont, je pense, dans une certaine mesure, le produit de cette élévation des diplômes, de la généralisation pardon, des études longues. Et donc ça, je pense que ça crée une distance, parfois se traduit dans l'espace d'ailleurs, entre les gens qui vivent dans les métropoles et les gens qui vivent dans le périurbain ou dans le rural. Donc moi, oui, j'ai pas de solution toute faite à ça. Enfin, voilà, je fais ce constat. Je fais le constat aussi. Et ça donne prise à des discours conservateurs consistant à dire, enfin, je veux dire, regardez les États-Unis, vous avez le pur produit de l'élite économique américaine qui arrive à se faire élire en disant au bon peuple américain, regardez, les élites vous ont trahi et moi, je vais vous défendre. Enfin, voilà. Et ça marche. Parce qu'effectivement, quand lui, il parle des élites, c'est les élites intellectuelles, politiques, c'est Washington, c'est Hillary Clinton, enfin voilà. Mais enfin, c'est gros quand même, mais sauf que c'est possible. Comment? Et voilà, donc après, moi, j'ai pas de réponse toute faite à ça. Je pense que, comment dire? Je pense que ce serait important que les grandes organisations, partis de gauche ou progressistes, ou bon, ce qu'on voudra, puissent réintégrer dans leur proposition, leur plateforme, la question de la production. Là, on s'est quand même beaucoup désindustrialisé. Et, enfin, voilà, et donc aujourd'hui, penser la production à l'aune de la transition écologique, enfin, c'est un vrai défi. Et puis, enfin, voilà, aussi les transformations des modes de vie, la question de la reproduction des groupes sociaux, la penser aussi de ce point de vue-là.
on ne va pas convaincre les gens de sortir du diesel juste avec des incitations fiscales. Donc, ça pose des questions. Comment est-ce qu'on crée des nouvelles filières productives pour d'autres formes de transport? Comment on transforme les infrastructures? Quelle forme de développement territorial? Je pense que c'est à ces conditions-là, en réfléchissant sérieusement à ça, qu'on peut retrouver des propositions voilà, de gauche ou progressistes qui puissent à nouveau parler aux classes populaires. C'était long. Non, pas du tout. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose pour donner envie de lire votre bouquin? Peut-être quelqu'un qui n'a pas, est-ce que tu as envie Delphine, de dire quelque chose ou de poser une question? Vas-y. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellée là-dessus, ça a permis de briser sur la. Alors, moi, j'ai des demander de une pratique du café, de la méditation, mais c'est hyper intéressant. Et c'est pour savoir voilà, l'héritage un peu de cette pratique du rond-point, peut-être après Gilets jaunes, parce que ça a créé aussi une incitative qui a perdurer dans le coin. C'est ça, en fait. Il y a des liens qui ont perduré, qui sont consolidés. Hein. Il y a eu des ruptures de liens aussi, hein, à cause des Gilets jaunes, parce que certains, quand on était Gilets jaunes, certains membres de la famille, hein, ça peut être le conjoint, la conjointe, les enfants qui ne comprenaient pas pourquoi on faisait ça. Enfin, il y a eu euh, il y a des Gilets jaunes qui ont trouvé ce qu'ils appellent parfois leur seconde famille. Donc ça se construisent des groupes d'amis, euh, qui ont parfois des projets communs. Hein. On avait fait une petite campagne d'entretien il y a quelques années après le cœur du mouvement avec Antoine, et on avait des Gilets jaunes qui avaient pour projet d'acheter un terrain en commun pour faire de l'habitat collectif et de la culture. Donc c'est aussi euh, euh, l'engagement Gilets jaunes a ouvert sur d'autres formes d'engagement. Il ne faut pas idéaliser, hein. Il y a aussi des Gilets jaunes, hein, qui sont retombés dans des formes de solitude parce que la vie continue à être dure. Il n'en reste pas moins qu'il y a eu quand même ce moment d'enthousiasme. Il ne faut pas oublier, hein, toute la joie, enfin, le plaisir qu'il y a eu à rencontrer ces personnes, à connaître ces moments d'entraide, de solidarité, et qui permettent quand même de tenir le coup. Et de créer aussi de nouvelles dynamiques Oui. qui ne peuvent pas être. Oui, bien sûr. Ouais, c'est les Gilets jaunes, nous, qu'on a côtoyés, on les revoit en manif, ils viennent ensemble, quoi. Alors même qu'ils ne se connaissaient pas avant, et qu'ils n'allaient peut-être pas en manif d'ailleurs. Vous souhaitez rajouter quelque chose? Un excellent livre à la livre. fois sur les Gilets jaunes et qui va au-delà des Gilets jaunes. Absolument. Et qui est très bien, petit et pas cher, donc c'est avec des qualités. Très bien, merci beaucoup. Et je vous invite à participer à nos futurs travaux qui vont avoir lieu début décembre sur savoir, pouvoir, démocratie, pour une transformation sociale révolutionnaire. Donc, je pense que vous avez des choses à apporter, une contribution peut-être un peu originale sur ça. On a déjà amorcé d'ailleurs.